Mais ces congrès sont loin d'être éducatifs. Pour la plupart, ils sont fréquemment organisés par des organismes de formation médicale professionnelle, payés par les firmes pharmaceutiques. Et les séminaires sur les psychotropes sont généralement animés par des psychiatres qui peuvent avoir reçu des firmes pharmaceutiques jusqu'à 2 500 $ par conférence. Most of the continual medical education conferences and courses are sponsored by pharmaceutical companies, and so I can guarantee you they're not going to have doctors talking about the risks of using their medications. L'objectif de ces congrès est clair, comme le souligne la documentation d'un de ces organismes de formation médicale. Quel que soit le type d'auditoire qu'il vous faut motiver pour exercer une influence maximale sur le marché, nous pouvons vous aider à l'identifier, à le toucher et à influencer son comportement. En tant qu'outil de marketing, les formations de FMC sont efficaces. Une étude a montré que le taux d'ordonnance rédigé par des médecins après ces conférences a augmenté de 87% pour un psychotrope et de 272% pour un autre. C'est la raison pour laquelle l'industrie pharmaceutique dépense 1 milliard de dollars pour organiser 371 000 conférences par an. And as long as they're making money, they're going to do everything they can to subsidize medical education, medical journals, postgraduate medical education, including the educating of psychiatrists, to use as many drugs as possible. Et les psychiatres payés pour donner ces conférences s'en sortent très bien. Par exemple, le docteur Charles Nemeroff de l'Université d'Emory. Grâce à d'importants liens financiers avec plus d'une vingtaine de compagnies pharmaceutiques, le Dr Nemeroff a reçu 2,8 millions de dollars entre 2000 et 2007. Il transgressa le droit fédéral en omettant de déclarer 1,2 million de dollars à son université. Et lorsque ce délit fut révélé, il se retira de la chaire du département psychiatrique de l'Université d'Emory. Mais le Dr Nemeroff ne s'était pas contenté de discours et d'apparitions personnelles. Il fut également révélé qu'il avait des liens financiers avec une société sur laquelle il avait écrit un article favorable dans une revue psychiatrique dont il était lui-même l'éditeur. De même, il embaucha 14 collègues pour leur faire écrire des articles dans un supplément spécial de sa revue médicale, en l'honneur du 5e anniversaire de l'antidépresseur Effexor. Mais le journal de Nemeroff n'est que le reflet d'un problème bien plus large. Le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre a fait paraître un article dont les auteurs avaient tant de liens financiers avec les firmes pharmaceutiques que du fait d'un manque d'espace dans la revue même, le journal fut obligé de répertorier ses conflits d'intérêts sur Internet. Imprimés, ces conflits d'intérêts remplissaient 3 pages dactylographiées. Mais ça va plus loin encore. De respectables journaux ont été trompés en publiant des études rédigées par les nègres d'une compagnie pharmaceutique, puis attribuées faussement à des psychiatres de renom qui n'avaient fait qu'apposer leur nom sur ces travaux, en échange d'une rétribution allant jusqu'à 20 000 $. The pharmaceutical industry has set up companies that are educational companies, and they create papers subpoenaed evidence has found these papers where on the top it'll say author ? i.e. they haven't yet decided who to invite to be the author of this scientific paper. L'utilisation de nègres est très commune. Jusqu'à 50% des recherches publiées par les psychiatres ont été rédigées par un auteur inconnu. Il arrive que le psychiatre ayant été payé pour signer l'article le lise à peine. Prenons par exemple le psychiatre David Dunner, qui vantait le Paxil dans une étude publiée en 1995 dans le journal de neuropsychopharmacologie européenne. Plus tard, il admit ne même pas avoir parcouru les données de l'étude, mais s'être contenté de signer en se basant sur les résumés. Même la plus haute autorité de la FDA en matière d'approbation des essais cliniques de psychotropes, le psychiatre Dr Thomas Logren, a, à plusieurs reprises, signé des articles écrits anonymement par des firmes pharmaceutiques. Ces articles promouvaient l'utilisation d'antidépresseurs et de psychotropes qui sont à présent étiquetés par la FDA elle-même comme faisant courir aux consommateurs le risque de suicide ou de décès prématuré. En plus de leur influence considérable sur les responsables de la FDA, les compagnies pharmaceutiques exercent, au moyen de budgets publicitaires substantiels, un contrôle important sur les revues psychiatriques.
Every other page is a pharmaceutical ad that they pay for, and so they are the livelihood of the journals. That's how they get published. Medical journals are completely supported by the ads from drug companies. Without the ads, the journals would dwindle away. Doctors look to scientific publications as the objective source. It comes from this university, this research being done by these, highly revered, very well-respected leaders in my industry. If I can't trust them, it's doctor to doctor. I'm not listening to those sales reps. That's different. This is doctor to doctor. I'm listening to the big guy. And, they've taken over that process. The scientific literature now, you just can't trust it. De nos jours, entre 2/3 et 3/4 des publications sur les essais cliniques publiées dans les principales revues ont été financées par des laboratoires pharmaceutiques. Pour influencer davantage les prescripteurs, les firmes iront jusqu'à donner $1 million aux revues pour la réimpression des résultats d'un essai clinique qui serviront plus tard d'outils de marketing objectif. Mais le soutien financier apporté à la psychiatrie va encore plus loin. Bien que des années de pression aient finalement forcé l'APA à promettre de se repentir, elle faisait écrire une grande partie de ses congrès nationaux et de ses efforts de lobbying auprès du gouvernement par des compagnies pharmaceutiques. Mais il est dur de se défaire d'anciennes habitudes. Lors d'un récent congrès, les firmes pharmaceutiques étaient présentes, proposaient des petits plats et tenaient des conférences promotionnelles aux psychiatres intitulées « Théâtre du produit ». And they get the vast majority of their funding for their associations, for their meetings, for everything from the pharmaceutical industry. So promoting pharmaceuticals is basically the only options that they have. De concert avec les psychiatres qui répandent l'évangile pharmaceutique au reste de la profession médicale avec grand enthousiasme, les firmes pharmaceutiques s'attaquent aux médecins sur un autre flanc, en utilisant des armées d'agents commerciaux. We always did a full frontal assault. So we always came in, our product's the best. Our product's the best, our product's the best. Are you gonna write it? Are you gonna write it? You're gonna write scripts? This was kind of our mentality. My job and my pay was based solely on my ability to push drugs through my territory. So if I wasn't moving enough prescriptions, if I wasn't moving enough pills through my territory, I was at risk of being fired, and on a lesser level, I wasn't making the bonus money. The bottom line for you was it was a business, you got paid, and you had to get as many prescriptions as you needed that doctor to write, and you did it however you could. Un bon moyen pour mettre les gens sous psychotropes consiste à remettre des échantillons gratuits. Les laboratoires pharmaceutiques ne les fournissent pas charitablement. Leur but est de faire suivre un traitement au patient pour qu'il en soit dépendant. Samples sitting on a shelf encourages a doctor to give that drug away and then to write an accompanying prescription for that, which will be later filled at the pharmacy. And that's what doctors wanted, to be able to not only have the samples, but give them to their friends, their family, lots to the patients, because they know if they gave the samples, you had a higher incidence of being able to prescribe. The doctors would prescribe your product. You're getting the physician comfortable with the drug, and you're getting the consumer comfortable with the drug. So let's say when the trial's over and the free drug's gone for the trial, what's the doctor going to do? Is he going to write a prescription of another product? Not if the patient's doing fine. You never want to rock the boat. The industry and the companies fully understand that if you can get those drug samples into a doctor's hand, you're going to be able to get prescriptions out of that doctor. They're actually a very effective marketing tool, and there's quite a large percentage of the marketing budget that goes into the distribution of samples.